Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire du Club des Petites Villes de demain. Quels outils pour diversifier les parcours résidentiels organisé dans le cadre de la semaine thématique dédiée au bien vieillir dans les petites villes de demain. Ce webinaire nous amènera jusqu'à 15 heures et je suis Juliette Auricoste, directrice du programme Petites Villes de demain au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. J'aurai le plaisir d'animer cette dernière rencontre de la semaine qui a été ouverte lundi par mesdames les ministres Bourguignon, Vargon et Gouraud. Vous retrouverez le lien vers le replay de cette séquence exceptionnelle dans le chat. On a construit cette semaine avec plusieurs partenaires que je salue, le ministère de la Santé et des Solidarités, le ministère de la Transition écologique, la CNSA, le réseau francophone Ville Amie des Aînés, l'Association des Petites Villes de France, et puis avec la mobilisation de nombreux partenaires. Et merci beaucoup aux participants aujourd'hui de s'être mobilisés un 22 décembre pour échanger, pour nous décortiquer les outils à votre disposition. On va revenir donc aujourd'hui sur les enjeux d'habitat. On a pu bénéficier de 3 témoignages très inspirants jeudi dernier à l'occasion du Forum des solutions organisé dans le cadre d'Action Cœur de Ville avec trois témoignages donc à Rixheim, La Réole et Langres qui témoignent des ressorts d'innovation et de l'excellence architecturale qu'on trouve dans les territoires ruraux. Donc, comme on l'a vu tout au long de cette semaine, habiter, ce n'est pas que se loger, il y a un lien essentiel avec le territoire, l'accès aux services, les mobilités, la vie associative. Bien vieillir dans son habitat, cela concerne également la qualité intrinsèque du bâti, comment on y vit, comment on y reçoit. Et donc, il y a un vrai enjeu autour de ces différents logements, ce panel qui peut être ouvert. Donc, pour améliorer les logements existants, diversifier les solutions de logement disponibles, de nombreux outils sont à votre disposition et nous allons les explorer ensemble aujourd'hui avec trois invités que je remercie très sincèrement. Donc, Jessica Brouard-Masson, directrice de l'expertise et des politiques publiques au sein de l'Agence nationale de l'habitat. Damien Métivier, qui est adjoint au chef du bureau des politiques sociales du logement au sein du ministère de la Transition écologique, et Loïc Roland, directeur de projet Grand Âge et Autonomie au sein du groupe Caisse des dépôts. Donc, merci encore à vous 3. Et avant de vous céder la parole, petit message de service habituel, n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long des présentations dans l'outil questions et réponses qui nous permettra d'apporter un certain nombre de réponses par écrit et de prendre vos questions à l'issue des présentations. Toutes difficultés techniques, vous pouvez les reporter dans le chat, l'onglet de discussion. Et pour ouvrir cette séquence, je vous propose de regarder une brève vidéo sur une initiative portée à La Réole. On a pu découvrir pendant plus d'une demi-heure le sujet jeudi dernier, donc vous pouvez aller regarder le Forum des solutions. Et voilà une petite vidéo que Gironde Habitat nous a donné l'autorisation de diffuser, donc je les en remercie. Au cœur de La Réole, ces bâtiments abriteront bientôt un projet novateur d'habitat participatif. 11 logements sociaux intergénérationnels qui participent à la revitalisation du centre-bourg. C'était un projet global de la commune qui était mené avec une ambition de La Réole 2020. Et donc on a dû travailler en dentelle au milieu de bâtiments existants. On a un mur médiéval qui traverse la parcelle, une façade qui était à conserver sur la rue Gambetta. Et on a dû donc prendre en compte toutes ces données patrimoniales pour réaliser un projet innovant et expérimental. On est également sur un projet qui utilise une large part de matériaux biosourcés. Une démarche expérimentale et écologique, et ce, dès la construction du bâtiment avec l'utilisation de matériaux biosourcés. On est sur des bâtiments à murs ossature bois. Et ces murs ossature bois sont isolés en matériaux biosourcés. Dans ce cas-là, c'est de la fibre de bois, qui est doublée d'une isolation rapportée par l'extérieur en fibre de bois enduit à la chaux. C'est complété par un chauchant reprojeté sur les murs en pierre existants pour garder les propriétés perspirantes de ces murs-là. Et enfin, les planchers, eux aussi, sont en bois, qui est quand même un défi technique sur du logement, en particulier sur le sujet acoustique. Un projet d'habitat participatif impulsé par ses futurs locataires. Les logements et les espaces partagés ont été conçus en concertation tout au long du chantier. Ce qui, moi, m'a vraiment intéressée dans ce projet-là, c'était la cohabitation à plusieurs, mais quand même avec des espaces séparés, où il y a quand même une intimité, où chacun est dans son lieu de vie.
mais avec un regroupement de temps en temps et puis ce côté intergénérationnel. La résidence Le Jardin sur le Toit doit être livrée cet été. Donc après cette introduction, une mise en jambe à l'Aréole, donc Petite Ville de demain girondine, je vais tout de suite céder la parole à Jessica Brouwer-Masson. Donc comme je l'évoquais, vous êtes directrice de l'expertise et des politiques publiques à l'Agence nationale de l'habitat, un des partenaires de la première heure et indispensable du programme Petite Ville de demain. Donc merci beaucoup voilà, de manière générale et en particulier sur ce beau sujet autour du bien vieillir. Voilà, donc on avait envie d'échanger avec vous sur comment le tournant domiciliaire des politiques de l'habitat se concrétise, comment l'ANA peut accompagner cette adaptation des logements et les collectivités dans la conduite de leur politique d'adaptation des logements du parc privé. Bonjour à tous, merci beaucoup Juliette pour l'introduction. Juste pour commencer, je voulais vous rappeler très rapidement les grandes missions de l'ANA. L'ANA a fêté ses 50 ans il y a quelques semaines et depuis 50 ans, l'ANA porte l'amélioration du parc privé avec au départ une action très forte plutôt sur le parc, sur le parc locatif, mais qui s'est très vite orienté vers les propriétaires occupants avec l'enjeu notamment de la rénovation énergétique et de la lutte contre la précarité énergétique qui aujourd'hui est le sujet qui nous occupe principalement pour diverses raisons, mais depuis toujours, l'ensemble des différentes priorités d'intervention de l'agence ont toujours été réaffirmées et parmi lesquelles vous trouvez notamment l'adaptation du logement à la perte d'autonomie et au handicap, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Pour continuer avec la diapo suivante, quelques chiffres, mais je pense que vous les avez en tête sur les enjeux du parc privé, avec une part quand même très conséquente du parc construite avant 1974, donc qui peut connaître des enjeux de performance énergétique limitée. Et un des chiffres qu'on aime souvent donner à l'ANA, c'est que aujourd'hui, 80% du parc de logement de 2050 est d'ores et déjà construit. La construction neuve, en fait, elle représente en général à peine 1% du parc de logement. Donc, ce volume de 80% du parc de 2050 qui est déjà en place nous semble quand même assez significatif et permet aussi, et c'est ce qui a permis de mettre en avant l'intervention sur le parc privé, sur le parc existant, qui a vraiment été pris en compte depuis le début de ce quinquennat. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça me semblait, même si je sais que j'ai que 10 minutes d'intervention, c'était important pour moi de vous rappeler les différentes aides que l'agence peut apporter, que ce soit les aides aux propriétaires ou aux syndicats de copropriété, avec les aides à la rénovation énergétique au travers d'Habiter Mieux, MaPrimeRénov', les aides sur la lutte contre l'habitat indigne avec Habiter Sain, Habiter Serein, les questions aussi d'intervention pour la vocation sociale du parc privé en matière locative et l'intervention sur les copropriétés dégradées en difficulté. Le dispositif d'aide qui va vous intéresser le plus par rapport à l'adaptation des logements au vieillissement et l'aide Habiter Facile de l'ANA, qui est une aide qui peut être sollicitée directement, mais qui s'inscrit aussi dans les dispositifs d'opérations programmées, OPA, opérations programmées d'amélioration de l'habitat, avec ou pas un volet renouvellement, mais aussi dans des programmes d'intérêt généraux qui peuvent être portés aux échelles intercommunales, voire départementales. Il me semblait important aussi de vous rappeler, même si on vous le redit régulièrement, je vous ai relisté toutes les aides aux collectivités avec notamment les financements en termes d'études, les chefferies de projet,
mais aussi, et je pense que l'exemple qu'on vient de voir de la Réole, en fonction, je ne connais pas complètement le contexte initial, mais c'est typiquement le type d'exemple qui aurait pu s'inscrire dans les aides que l'ANA gère en matière de résorption de l'habitat indignes et dégradés, avec des subventions, nous, ce qu'on appelle RHI Tirori, qui permettent de financer les déficits d'opération en proto-aménagement et de pouvoir avoir après derrière un bailleur ou un promoteur privé qui gère la réhabilitation ou la démolition-reconstruction de logements ensuite. Et enfin, par rapport aux aides aux porteurs de projets immobiliers, des dispositifs qu'on a mis en place l'année dernière sur les ventes d'immeubles à rénover et sur les dispositifs d'intervention foncière et immobilière qui permettent notamment de gérer à la fois du portage locatif, de la redynamisation, de quartier. Je répondrai à la question sur Gironde, sur Gironde Habitat après, que je viens de voir par rapport à l'opération de RHI. Slide suivante. Spécifiquement sur les aides à l'autonomie, donc on va pouvoir via l'aide Habiter Facile intervenir auprès des propriétaires occupants, auprès des propriétaires bailleurs. Ça peut être aussi à l'initiative des locataires. Donc sur ces 3 champs-là, les travaux qui vont pouvoir être réalisés sont des travaux vraiment qui vont faciliter la vie dans le logement. Ça va être des barres de douche, on peut retravailler les seuils, les seuils de porte, ça peut être des aménagements spécifiques dans la salle de bain, dans la cuisine. Ça peut être aussi les accès entre l'extérieur et l'intérieur du logement. Et on intervient aussi auprès des syndicats de copropriété pour pouvoir rendre accessibles les immeubles quand ils ne le sont pas. Donc là, je vous ai laissé les différents taux de subvention, mais vous pouvez retrouver tout ça en détail dans nos documents dont vous aurez les liens à la fin. Je suis perturbée par les questions qui sont très intéressantes. Et je vous ferai des réponses globales, je les note. Je vous ferai des réponses globales ensuite. Slide suivante. Donc un des documents que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'ANA qui explique les différents travaux utiles pour rendre le logement adaptable à la perte d'autonomie, que ce soit pour les personnes âgées mais aussi pour les personnes handicapées. La slide d'après. Et ce que je voulais vous dire également, c'est que l'ANA n'est pas le seul financeur de ces aides à l'adaptation de la perte d'autonomie dans le logement. On va retrouver les caisses de retraite, différentes institutions aussi de retraite complémentaires, les départements apporte beaucoup également, pas uniquement au travers de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il peut y avoir des financements directs sur l'adaptation des logements. De nombreuses collectivités locales, que ce soit dans le cadre d'opérations programmées avec l'ANA ou même dans des dispositifs autres, peuvent aider. Et puis, il existe aussi un crédit d'impôt pour les dépenses d'équipement, pour l'accessibilité des personnes âgées. Tout ça est résumé également dans une plaquette qu'on a travaillée dans le cadre d'une des réformes prioritaires du gouvernement sur l'adaptation des logements à la perte d'autonomie, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver effectivement les différentes conditions, les différentes aides apportées par chacun des différents partenaires, sachant que l'aide d'Action Logement qui est indiquée dans la plaquette est terminée et a été arrêtée. J'ai fait le tour là du coup de ma présentation. Je vais répondre aux quelques questions que j'ai vues pour l'instant par rapport à Gironde Habitat. Dans le cadre des opérations de résorption de l'habitat insalubre et dégradé, les bailleurs sociaux peuvent être les opérateurs mandatés par les collectivités pour porter les opérations et réaliser les logements. Sur ces opérations-là,
je pense que c'est important de vous signaler que la majorité des porteurs, en tout cas des opérateurs, sont souvent, très souvent, des bailleurs sociaux. Donc si effectivement les bailleurs sociaux peuvent s'inscrire aussi dans les aides de l'ANA de manière diverse. J'ai vu une question sur VIR et DIF. Donc sur vente d'immeubles à rénover et dispositifs d'intervention immobilière et foncière, on vient de finaliser des documents qu'on fera circuler via la newsletter de Petites Villes de demain ou via le club. On les transmettra bien évidemment à Juliette et à son équipe. On a fait 2-3 petits documents qui rentrent bien dans le détail de ces dispositifs avec tout le processus et puis aussi qui permettent d'expliquer vraiment comment les mobiliser, quel intérêt aussi par rapport au projet. Au projet territorial et aussi à la redynamisation des quartiers concernés. Merci beaucoup, Jessica. Si ça te convient, ce que je propose, c'est... Alors peut-être pour l'ensemble des participants, vous êtes plus de 140. On est très heureux, un 22 décembre après-midi, que vous soyez aussi nombreux à vous être connectés. Je vois beaucoup de questions dans le fil de discussion. Est-ce que vous pouvez les remettre dans le question-réponse que vous trouvez en bas de votre écran, ce qui permet à tout le monde de bien suivre et ce qui peut permettre à Jessica et aux autres intervenants de pouvoir répondre par écrit si c'est une question ponctuelle ou de le prendre à l'oral ensuite. Sinon, on va avoir un petit problème de régulation du flot de discussion. Jessica, sauf si vous souhaitez reprendre la parole, sinon à ce moment-là, peut-être on peut continuer et revenir ensuite sur les questions, ce qui peut permettre de préparer les réponses de manière plus posée. Complètement. Je vais regarder puis je vais mettre des réponses dans le fil de discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation qui a suscité beaucoup de questions et de demandes d'approfondissement. Donc, on voit bien que c'est un besoin et une attente forte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'y reviendrai à la fin, mais vous retrouverez l'ANA et les dispositifs de l'ANA dans la formation des chefs de projet qu'on proposera en janvier avec différents modules d'approfondissement. Voilà, donc on revient tout à l'heure avec Jessica Ouamasson. Merci beaucoup. Donc, comme je l'évoquais, on est plus de 140. Merci encore. Le PowerPoint, le support de présentation, comme toujours, sera disponible en ligne ainsi que le replay. Et bien entendu, nous capitaliserons cette semaine dans une fiche synthétique. Donc, vous retrouverez tous les contenus dans les prochains jours et semaines, peut-être après la trêve des confiseurs. Je vais céder la parole à Damien Métivier, qui est donc adjoint au chef de bureau des politiques sociales du logement au sein du ministère de la Transition écologique. Bonjour Damien. Bonjour. Super, parfait, ça fonctionne. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'évolution de l'offre de logement destinée aux seniors et également la loi Elan a introduit un concept juridique, l'habitat inclusif, qui en fait est une vraie réalité. Ça reste une définition qui est donc apportée par la loi. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Volontiers. Alors, on va d'abord changer de slide. Avant de commencer sur l'habitat inclusif, je voulais quand même dire que diversifier les parcours résidentiels, c'est aussi avoir le choix de rester à domicile. Et pour rester à domicile, parfois, Jessica le disait, il faut adapter le logement. Alors, sachant que 85% des Français souhaitent vieillir à domicile, donc l'adaptation des logements, nous en avons fait une réforme prioritaire avec un objectif d'adaptation de 170 000 logements d'ici 2021, qui est en fait même déjà dépassé. Alors, on va changer de slide. Oui, merci. Oui, peut-être dire aussi sur l'adaptation, on a un projet de réforme en cours. Alors, on a déjà fait le diagnostic, mais maintenant, on est en train de voir comment on peut aller plus loin en matière de fusion des aides nationales pour l'adaptation des logements. Quand je dis aide nationale, c'est ANA, CNAV et crédit d'impôt. C'est une commande donc, du Premier ministre, avec toujours, bien sûr, la possibilité pour les collectivités locales à l'avenir de compléter cette aide nationale quand elle sera en place. Alors, Juliette mentionnait la loi Elan, mais la loi Elan, c'est aussi la cohabitation intergénérationnelle solidaire pour permettre à faciliter le maintien à domicile.
Les objectifs, c'était permettre aux jeunes de se loger, mais aussi lutter contre l'isolement, la solitude des personnes âgées, qui vont aggraver la perte d'autonomie. Concrètement, ça consiste pour une personne âgée de 60 ans ou plus, qui est propriétaire, locataire dans le parc public ou privé, dans son logement, d'accueillir un ou plusieurs jeunes de moins de 30 ans en contrepartie de menus services ou d'une petite contribution financière modeste. Alors, l'avantage, c'est que ça permet d'optimiser l'occupation des logements et aussi les dépenses énergétiques. Alors, il y a de tels dispositifs qui ont été mis en place, par exemple, par des CCAS. Alors, peut-être changer de slide. Voilà, là, je voulais introduire la notion de virage domiciliaire. Alors, ce qu'on entend par là, c'est qu'on veut éviter aux personnes d'aller en EHPAD et de les maintenir à domicile le plus longtemps possible, ce qui en général est leur souhait. Alors, j'ai parlé de l'adaptation des logements ou de la cohabitation intergénérationnelle solidaire, mais quand on ne peut plus ou on ne veut plus rester dans son logement, on peut aller vers de nouvelles formes d'habitat. C'est l'habitat inclusif que mentionnait Juliette, ou encore de l'habitat intermédiaire, comme les résidences autonomie, ou les MARPA, qui sont une forme de résidence autonomie qu'on retrouve plutôt en milieu rural, des résidences services seniors, mais là avec un coût plutôt élevé, ou du logement social dédié, dit article 20 loi SV, dont article 20 de la loi adaptation de la société au vieillissement. Alors, on peut peut-être changer de slide. Ouais, merci. Alors là, on va rentrer un peu plus dans le détail sur l'habitat inclusif. Alors, on a une belle carte pour montrer que l'habitat inclusif, ça démarre depuis la loi Elan, ça se développe. On voit que plus c'est bleu, plus il y a de projets, il y en aura de plus en plus. Donc, l'habitat inclusif, il est défini dans le Code de l'action sociale et des familles. Alors, pour les novices, c'est destiné aux personnes handicapées ou aux personnes âgées qui veulent, à titre de résidence principale, habiter dans un mode d'habitation regroupé entre elles, avec d'autres personnes. C'est assorti d'un projet de vie sociale et partagé, donc qui consiste en de l'animation. On peut être dans un logement meublé ou non, en colocation ou non, dans un immeuble, un groupe d'immeubles, mais on doit de toute façon avoir accès à des locaux communs dans lesquels sera mis en œuvre ce projet de vie sociale et partagé. Alors, la loi nous dit qu'il y a deux formules particulièrement adaptées. La première, ce sont une nouvelle forme de logement foyer, des logements foyers dits habitat inclusif, qui ne sont pas des ESMS, des établissements sociaux ou médico-sociaux. Je suis désolé, je suis un peu technique. Donc, pas des EHPAD ou des résidences autonomie. Donc, on est vraiment chez soi. Et on peut aussi constituer de l'habitat inclusif dans ces logements sociaux dits article 20 loi SV, donc des logements sociaux normaux où il y a une priorité en matière d'attribution aux personnes en perte d'autonomie liées à l'âge ou au handicap. C'est quelque chose qui fonctionne, on en fait environ 3000 par an, et on en trouve notamment dans des petites villes et des petites villes de demain. Alors, on va changer de slide, merci. Alors là, c'était pour vous rappeler qu'il y a déjà eu une instruction interministérielle de 2019 qui commence déjà à expliquer ce que sont les logements foyers habitat inclusif. Donc, solution logement pérenne, je le disais, qui constitue la résidence permanente des personnes qui y habitent. Et surtout, il y a un financement, alors dans tout l'habitat inclusif, pas que pour les logements foyers, via le forfait habitat inclusif qui est possible, qui permet de solvabiliser l'animation, et maintenant aussi via l'aide à la vie partagée qui prend la suite du forfait habitat inclusif dans les départements volontaires. Donc je le disais, habitat inclusif, on n'en fait pas dans des résidences autonomie, donc dans des EHPAD, etc., donc dans des ESMS, ni dans des logements foyers qui sont les résidences sociales, pensions de famille ou résidences accueil, logements foyers qui sont pour des publics très précaires, parfois qui ont connu la rue. Alors, on va changer de slide, merci.
C'est pour vous rappeler que, si vous ne le saviez pas, qu'en début d'année 2021, on a lancé un plan d'action interministériel pour l'habitat inclusif. Les différents ministres concernés ont pris un certain nombre d'engagements et ma ministre, la ministre du Logement, s'est engagée à développer l'habitat inclusif dans le parc social. Elle a annoncé une série de décrets, sachant qu'il en existait déjà un qui date de 2017, qui permet de développer l'habitat inclusif dans ces logements d'article 20 loi ASV dans le 9. Mais elle a annoncé trois autres décrets. Un décret qui est paru en février qui permet donc de réhabiliter des logements, donc ça peut être intéressant en centre-bourg par exemple, pour faire notamment de l'habitat inclusif ou du logement personnes âgées non inclusif dans le cadre de réhabilitation avec un financement en Palulos, par exemple, dans le cadre du plan de relance. Deuxième décret annoncé, c'était pour faire de l'habitat inclusif ou des logements personnes âgées dans des logements existants déjà conventionnés, donc sans forcément faire de travaux. Ce décret a été pris au mois d'août avec un arrêté qui fixe la composition du dossier. Un dossier qui est assez simple à constituer. Dernier décret, donc, qui devrait être pris d'ici la fin de l'année. Cette fois, c'est pour modifier la convention APL logement foyer type pour les personnes âgées handicapées, qui permettra de développer l'habitat inclusif, donc je le disais, dans ces logements foyers habitat inclusif, et ainsi de bien solvabiliser les résidents. Alors, on va... Oui, alors... peut-être avant cette slide, peut-être des petites informations. Il existe aussi une circulaire interministérielle du 6 septembre 2021 qui revenait un peu sur ce plan interministériel, donc qui incite les services déconcentrés du ministère, les directions départementales des territoires à faire la promotion de l'habitat inclusif et de décliner les objectifs de production qui existent. Donc, c'est notamment l'ambition de sortir une centaine de projets par an pendant 5 ans dans les petites villes de demain, avec un financement en matière d'ingénierie, mais je pense qu'on vous en dira un peu plus tard. Et cette circulaire de septembre revient aussi sur les modalités de mise en œuvre, cette fois de façon un peu plus précise, mais je pense que vous aurez le détail dans le PowerPoint. Revient sur les différentes modalités de montage. On autorise notamment un montage qu'on dit en foyer soleil, donc avec un noyau central et des logements à côté dans le diffus. Alors, on a aussi une série de mesures législatives que nous portons pour diversifier un peu les modes d'habitat, lever aussi certains freins au développement de l'habitat inclusif. Par exemple, dans le parc social ordinaire, on va autoriser, grâce au projet de loi dit 3DS, dont l'Assemblée nationale vient de finir l'examen, la sous-location comme modalité de montage des projets, ainsi que la colocation en sous-location. On va également, dans les programmes locaux de l'habitat, donc qui permettent de programmer l'offre en matière d'habitat pour les années à venir, après avoir fait un bilan de l'existant, inscrire l'habitat inclusif pour que ce soit systématiquement pris en compte. On a aussi une série de mesures dans le projet de loi 3DS pour développer l'habitat inclusif sous sa forme logement foyer. Donc on va un peu réécrire la définition de l'habitat inclusif pour sécuriser ou clarifier le cadre juridique. On a aussi pensé à nos amis ultramarins, puisque dans le projet de loi 3DS, on va rendre applicable la réglementation logement foyer outre-mer, ce qui permettra de développer les logements foyer habitat inclusif, mais aussi les résidences autonomie. Et dans le projet de loi finance, cette fois, on va autoriser le versement de l'APL foyer outre-mer avec une convention APL, cette fois qui est ad hoc.
Alors, on mène également des petits travaux avec le ministère de l'Intérieur sur la sécurité incendie dans l'habitat inclusif pour donner un cadre sécurisant en la matière. Et du coup, on peut passer peut-être à la dernière Oui, et puis on slide. va... Voilà, avec cette magnifique photo. Alors là, c'est pour aller plus loin, pour vous signaler si vous êtes près de Paris entre Noël et le 1er de l'an, une magnifique petite exposition sur le bien vieillir ensemble avec beaucoup d'exemples de projets pour les personnes âgées, qui est à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. La revue aussi Archiscopie a fait est entièrement d'ailleurs consacré, je crois, au bien vieillir ensemble. Donc allez-y, c'est très intéressant. Je crois que Juliette l'a découverte avec moi. Je vous la recommande. Merci Damien. Et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est jusqu'à mi-mars, comme l'indique la diapo. Du coup, si vous n'êtes pas là aux vacances de Noël, mais que vous passez à Paris d'ici mars, n'hésitez pas. Et effectivement, ça fait vraiment écho. Ça vous permettra de découvrir justement des opérations très innovantes d'un point de vue architectural, de très grande qualité, avec des grands noms d'architectes et beaucoup dans des territoires ruraux ou des petites villes. Vraiment, je ne peux que abonder dans le sens de Damien. Merci beaucoup pour cette présentation très fouillée. Je pense que tout le monde sera ravi d'avoir le support de présentation après ce webinaire pour pouvoir approfondir. Il y a beaucoup de questions et merci à tous dans l'onglet questions-réponses. Donc Damien, si ça vous va, je vous laisse parcourir ces questions, répondre au maximum par écrit, et puis on prendra les résiduelles ou celles un peu plus ardues à l'oral après les présentations. Comme vous l'avez bien présenté, l'habitat inclusif, ça contribue à répondre à l'ambition de bien vivre, de bien vieillir ensemble. Et en écho aussi aux discussions, et comme ça a très bien été évoqué encore hier par Angélique Giacomini du réseau Ville Amie des aînés, l'important c'est vraiment de partir d'un diagnostic local, de faire le point sur les opportunités aussi, que ce soit en bâti ou en foncier, ce qui suppose de l'ingénierie. C'est vraiment le premier pilier du programme Petite Ville de demain. Ça peut permettre d'identifier justement quels sont les meilleurs outils ou les meilleurs dispositifs applicables à la situation de votre territoire. Et l'habitat inclusif peut être un des dispositifs, notamment par ce que ça permet en termes de financement du fonctionnement, tel que ça vous a été présenté par Damien Métivier. Il y a d'autres possibilités, donc vraiment toujours l'enjeu de bien partir de la situation locale, des envies des habitants actuels et futurs pour faire ce fameux cousu humain sur lequel on est revenu lundi encore. Alors, on l'a évoqué, hein, vous avez compris, l'habitat inclusif, c'est un dispositif, dispositif juridique qui s'applique à tous les territoires, ruraux, urbains, petites villes de demain ou pas, bien évidemment. Dans le cadre du programme Petite Ville de demain et de la démarche Bien vieillir plus générale, Mesdames les ministres Brigitte Bourguignon et Jacqueline Gouraud ont lancé le 25 octobre dernier, lors de la rencontre nationale des Petites Villes de demain, un appel à manifestation d'intérêt qui a un petit nom qui s'appelle la Fabrique à projet et qui justement s'inscrit dans la feuille de route interministérielle du déploiement de l'habitat inclusif. L'objectif, c'est de permettre d'accompagner l'émergence et la concrétisation de 500 opérations d'habitat inclusif dans les communes petites villes de demain d'ici 2026. Donc, il bénéficie aux côtés des ministères du soutien de la Banque des territoires, de la CNSA, de l'ANCT, bien évidemment, en lien avec les conférences des financeurs de l'habitat inclusif au niveau local, les conseils départementaux, bien évidemment, et les ARS. Alors, comme on l'évoquait, hein, l'idée, c'est de favoriser, d'accélérer, quel que soit leur stade d'avancement, ces projets, publics ou privés, par une mise en visibilité des opportunités foncières ou de bâti, un accompagnement en ingénierie d'accélération dès l'entrée dans la fabrique, avec la mise à disposition d'experts missionnés, que ce soit sur des études techniques ou de faisabilité, ou bien une subvention pour le montage du projet de vie sociale et partagée. Et puis un troisième étage de la fusée par un accompagnement à la carte
en fonction des attentes et des besoins qui remonteront justement à l'issue de cette phase à l'entrée d'accompagnement par de l'expertise. Donc, c'est un AMI qui est un AMI permanent, qui est un AMI aussi expérimental. On se donne la possibilité de faire évoluer le cahier des charges en fonction de vos retours, des attentes qui seront exprimées. Donc, d'ores et déjà, pour la première année, il y a 3 relevés de candidature qui sont organisés. La première relève a été faite vendredi dernier. Et puis, il y en aura 2 autres au fil de l'année 2022. Donc, on est très heureux d'ores et déjà d'avoir eu plus de 50 dossiers déposés dans un temps très bref. Donc, on est en plein examen. Plus exactement, les services déconcentrés sont en plein examen des dossiers et on vise de présenter les lauréats de cette première relève en janvier. Et les prochaines dates de relève des candidatures seront en mai et en octobre. Donc, n'hésitez pas à aller voir la page dédiée à l'appel à manifestation d'intérêt pour avoir toutes les précisions, accès au formulaire, etc. Encore une fois, cet outil est le vôtre. On l'a construit ensemble pour enrichir la boîte à outils Petite Ville de demain pour bien vieillir dans les petites centralités, dans les territoires ruraux alentours. Donc, n'hésitez pas d'une part à vous y inscrire si vous vous retrouvez dedans ou à nous faire part de vos remarques ou attentes par rapport à ce dispositif qui a vraiment vocation à s'adapter en fonction des besoins des collectivités. Voilà pour la partie AMI. Je reviendrai dessus si jamais vous aviez des questions. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Loïc Roland, directeur de projet à la Caisse des dépôts et consignations. Bonjour, Monsieur Roland. On avait envie de vous entendre, de savoir comment la Caisse des dépôts et consignations, avec l'ensemble de ses filiales et de ses leviers d'action, accompagne les collectivités, que ce soit en financement ou en expertise, justement par rapport à ces enjeux de grand âge et d'autonomie. Merci Juliette, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vois que vous êtes tous très nombreux et que le temps file, donc on va essayer d'être précis mais concis. Alors, donc, peut-être d'abord préciser aussi le rôle de la Caisse des dépôts. Le rôle de la Caisse des dépôts est là pour lutter contre les fractures territoriales et les inégalités sociales. Elle doit le faire sur tous les territoires. Et elle ne le fait jamais seule, elle le fait toujours en partenariat, donc d'où cette action qu'elle a redéployée du fait de la crise sanitaire que nous avons connue, et que nous connaissons toujours, mais que nous avons surtout connue fortement au printemps 2020, et dans le cadre de l'élaboration du plan de relance, de France Relance, où la Caisse des dépôts a contribué de façon très significative, avec 26 milliards d'euros sur les 100 milliards qui sont prévus dans le cadre de ce plan. Et notamment, elle veut développer toute son action en faveur de la cohésion sociale, et notamment sur les sujets qui sont ceux qu'on aborde aujourd'hui sur le grand âge et la santé. Elle s'appuie pour ça sur 2 directions opérationnelles, qui est la direction des politiques sociales et la Banque des territoires, dont plusieurs d'entre vous ont parlé depuis qu'on a commencé ce webinaire. La direction des politiques sociales, qui a d'ailleurs créé un département grand âge et santé, et puis qui est là vraiment pour faire en sorte que il y ait un écosystème qui se structure, qu'il y ait vraiment une création de l'offre de demain et comment on améliore cette offre par rapport aux demandes aujourd'hui des usagers, et puis comment on fait connaître aussi toutes ces bonnes pratiques. Et tout ça se fait dans un cadre très, comme je disais tout à l'heure, très partenarial, notamment avec la NCT, dans le cadre de Petites Villes de demain, mais aussi avec la CNSA, et le réseau francophone des villes amies des aînés, tous ceux qui contribuent fortement à faire en sorte que cette dynamique du bien vieillir sur les territoires reprenne vraiment corps. La deuxième direction, la Banque des territoires. Alors la Banque des territoires, elle a décidé effectivement dans le cadre du plan de relance donc de renforcer son offre, notamment avec des budgets significatifs en matière de credit engineering qui complètent ceux qui existent déjà sur des programmes nationaux comme Petites Villes de demain.
donc des crédits d'ingénierie importants pour accompagner vraiment la réflexion des acteurs. Ensuite, elle a complété aussi par des budgets de financement en prêt ou financement en fonds propres pour soutenir bien sûr des projets immobiliers, puisque là c'est le sujet qu'on évoque, mais aussi des projets numériques, des projets à impact qui, outre la rénovation ou la restructuration d'un parc existant, vient aussi apporter des solutions plus innovantes comme des plateformes de services ou aider le secteur de l'économie sociale et solidaire à répondre à la demande qui est celle d'aujourd'hui, notamment à destination de l'habitat inclusif. Voilà, et tout ça, ça a été entre guillemets contractualisé effectivement dans une convention avec la CNSA le 12 juillet dernier. Alors, l'intervention de la Caisse des dépôts sur le parcours résidentiel, voilà, la Caisse des dépôts intervient vraiment, comme je le disais tout à l'heure, vraiment en complémentarité des dispositifs nationaux ou locaux. Hein, on est vraiment en appui de ce qui peut exister et comment on peut aussi challenger un certain nombre de ces dispositifs de façon à pouvoir répondre vraiment à ce parcours résidentiel. Et on voit qu'on est présent sur les 3 niveaux de ce parcours, que ce soit dans des opérations de logement de taille classique, donc les logements sociaux familiaux, les résidences services seniors, les résidences autonomie, les EHPAD, donc ça avec la Banque des Territoires ou avec CDC Habitat ou avec aussi d'autres partenaires, notamment les bailleurs sociaux sur tous les territoires. Elle peut aussi intervenir dans des opérations de logement alors de taille plus réduite et notamment qui convergent vers ce qui était souhaité par les usagers d'avoir un habitat entre guillemets davantage à taille humaine et donc qui permet qui fait référence souvent à des foncières un peu plus intégrées comme France Béguinage, Maison de Blandil, voilà, qui ont leur modèle économique et que l'on accompagne pour pouvoir déployer la mission qui est la leur. Et puis il y a des opérations de logement sur mesure, on disait du cousu main, mais du cousu main sans trace de couture et donc en destination de l'habitat inclusif proprement dit, de l'habitat accompagné. Il y a l'exemple d'Acopa en Pays de la Loire, mais justement, par rapport à la slide suivante, le travail qui est aussi le nôtre, de travailler sur un nouveau dispositif avec la création de l'association API. Puisque effectivement, sur la partie cousu main, ou sur mesure, voilà, la Caisse des dépôts n'est pas forcément suffisamment armée pour répondre à toutes les demandes et donc la nécessité de s'appuyer sur des partenaires qui savent faire ces montages, qui savent accompagner les porteurs de projets. Donc on a créé cette association API avec la Fondation des Petits Frères des Pauvres et le réseau APA pour Habitat Partagé et Accompagné. Mais c'est une association qui est ouverte aussi à d'autres partenaires qui voudront nous rejoindre. Hein, l'idée, c'est on est en train de travailler à la création d'une plateforme numérique et qui va permettre donc la promotion, l'accompagnement, le soutien du développement de l'habitat inclusif. Comme je le disais, voilà, c'est ouvert au plus grand nombre. Donc, comment aussi fédérer tous les acteurs du secteur en disant, voilà, on a un centre de ressources, on a une plateforme effectivement d'appui pour les porteurs de projets qui sont de tous ordres. Tout à l'heure, je voyais une question, qu'est-ce qu'un porteur de projet? Un porteur de projet, c'est celui qui va vouloir, qui a une idée et qui va vouloir transformer cette idée en projet et puis ce projet en réalisation. Donc, il va falloir effectivement qu'on puisse l'accompagner ces différentes étapes et ça peut être un groupement de familles, ça peut être une association qui décide de créer quelque chose, ça peut être une collectivité locale, voilà, c'est très, très divers. Et puis, bien sûr, le but, et ça a très bien été exprimé tout à l'heure par Juliette et par Damien, le fait de la nécessité de déployer les projets. Il faut apporter une réponse au territoire puisqu'il s'agit de trouver une alternative à l'EHPAD ou au domicile classique qui ne répond pas complètement en termes de sécurité ou d'isolement de la personne âgée. Voilà. Et puis, donc, cette plateforme, elle aura pour objectif d'informer. Vous avez bien compris dans ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, il faut informer, faire connaître, promouvoir ce qu'est l'habitat inclusif. Donc, il y a
tous les sites liés effectivement aux différents acteurs de l'État, mais il y a aussi d'autres acteurs qui présentent un certain nombre de choses. Et donc, comment rassembler toutes ces informations à un seul endroit, de pouvoir cartographier aussi les acteurs, cartographier les aides qui peuvent être disponibles. Donc, il va falloir aussi, une fois qu'on est bien informé, il faut former, parce que l'habitat inclusif, vous l'avez bien compris, et au travers de vos questions, on voit bien que c'est pas intuitif, donc même si voilà, c'est inclusif mais pas intuitif, donc il faut qu'on accompagne les acteurs et qu'on oriente vers les bons les bons accompagnants. Il faut tenir la main en fait des porteurs de projets et leur permettre de gérer leurs priorités, parce que comme je le disais tout à l'heure, voilà, il va y avoir des porteurs d'idées, il faut passer de l'idée au projet, et ensuite des porteurs d'idées, et puis ensuite des porteurs de projets. Il faut passer du projet à la réalisation, et c'est pas toujours ce qui est simple. De quelques échanges qu'on pouvait avoir avec des porteurs de projets, certains mettent 13 ans à sortir un projet, c'est juste pas possible, alors qu'un projet immobilier, il faut en général 3 ou 4 ans pour le sortir. Donc il faut revenir à des schémas un peu plus habituels. Et puis, bien sûr, ce qui est important, c'est de mesurer l'impact que peuvent avoir ces projets sur les territoires, en termes de création d'emplois, de création de services. Voilà, donc ce sera forcément, comme c'est du sur-mesure, ce sera forcément un impact très significatif sur les territoires. Dernière slide, voilà. Et puis, bien sûr, on est sur le parcours résidentiel, mais dans ce parcours résidentiel, il faut vraiment l'intégrer dans un dispositif plus global, dans une dynamique beaucoup plus globale, et notamment, il faut qu'il y ait à côté de ce logement, ou plutôt de cet habitat, un ensemble de services, des services de proximité, du portage de repas, de l'aide à la personne, il faut des commerces. Toute la démarche qui est faite pour maintenir les commerces en centre-bourg, c'est parfait, mais ça veut dire qu'à côté, il faut avoir une démarche d'accompagnement du vieillissement, puisque un tiers de la population va bientôt avoir plus de 60 ans, déjà un tiers de la population a 55 ans, donc ce sont des personnes, quand ils sont à la retraite, qui vont consommer sur place, contrairement à ce que font les actifs, ou qui consomment sur le lieu entre travail et domicile, et il faut avoir cette vision un peu holistique, globale, du sujet, bien sûr des transports, et puis du soin, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont isolées ne profitent pas de tout le parcours de soins qui est nécessaire, et ce qui fait que voilà, leur autonomie se dégrade, et elles vont en EHPAD, alors qu'elles pourraient très bien aller dans d'autres lieux comme ceux qui sont promus aujourd'hui dans le cadre de l'habitat inclusif. Voilà. Donc on est vraiment dans cette notion de parcours résidentiel, certes, mais parcours de lien social et parcours de soins. Et bien sûr, le groupe Caisse des Dépôts peut intervenir sur ces sujets avec ses filiales, comme le disait Juliette tout à l'heure, avec notamment la Poste Silver, qui peut apporter un certain nombre de solutions à la personne, ou Transdev pour tout ce qui est transport à la demande. Voilà. Et donc, c'est toute cette action qu'on mène avec, notamment dans le cadre de Petites Villes de demain, avec le partenariat qu'on a, qui est porteur de beaucoup de fruits par rapport déjà au retour que l'on a. Merci beaucoup Loïc. J'en profite parce qu'il y a beaucoup de questions, mais merci à tous les intervenants de jouer le jeu de répondre par écrit. Normalement, je vois les questions qui sont répondues au fur et à mesure. Il y a 2 questions pour la caisse qui viennent d'arriver, mais je les relais de suite. Sur l'articulation entre globalement les actions de la Caisse des dépôts et des consignations, et ce qui se passe au niveau local, notamment les conférences des financeurs. Est-ce qu'il y a une articulation? Est-ce qu'il y a une contribution possible en financement, je comprends, au diagnostic? Voilà, une question peut-être un peu d'articulation. Comment ça se passe au niveau local concrètement? Et peut-être qui est l'interlocuteur de la Caisse des dépôts au niveau local? Oui. Absolument. Alors déjà, là, par rapport à votre dernière question, un interlocuteur, ce sont les directions régionales de la Caisse des dépôts. Il y a une direction régionale par région, et donc il faut s'adresser aux directions régionales qui sont maintenant organisées de façon territoriale. Donc elles ont en général en responsabilité un département, enfin il y a des directeurs territoriaux qui ont en charge un département ou une plateforme, ou
une aire territoriale et donc voilà, qui est tout à fait disposée à répondre à toutes les questions. Comment s'articule par rapport au comité des financeurs? Alors, la Caisse des dépôts peut faire partie effectivement de ce comité, mais des conférences, mais c'est assez rare. Mais il n'y a aucune difficulté à ce que, comme je le disais tout à l'heure, on assure une totale complémentarité, c'est-à-dire que si, par exemple, dans une conférence des financeurs, il y a un certain nombre de financements qui sont fléchés sur le projet, mais qu'il y a des interrogations sur la faisabilité du projet, eh bien, effectivement, les porteurs de projet peuvent se tourner vers la Caisse des dépôts pour avoir un financement en crédit d'ingénierie, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour les accompagner et pouvoir leur dire la bonne démarche à faire et comment associer d'autres partenaires, notamment dans le cadre de la plateforme qu'on est en train de constituer. Merci beaucoup. Je pense que ça répond à la question d'Estelle Paquet, j'espère. Sinon, je la laisse préciser. Oui. Je regardais, je vois toutes les questions qui sont en train d'être répondues au fur et à mesure. Damien, il y a eu pas mal de questions sur les sujets d'articulation AVP, HI, etc. Je ne sais pas si je ne vois plus Damien, mais j'espère qu'il est encore là. Mais oui, le revoilà sur scène, formidable. Je ne sais pas, parce qu'il y a eu beaucoup de questions autour de ça. Je ne sais pas si vous voulez apporter un éclairage peut-être un peu global au-delà de toutes les réponses. Merci encore qui ont été apportées au fil de l'eau. Peut-être pour rappeler que suivant les départements, on peut bénéficier soit du forfait habitat inclusif, soit de l'aide à la vie partagée. Certains départements, alors il fallait qu'ils soient volontaires, hein, ou sont en train de basculer sur l'aide à la vie partagée. Alors je vois dans les questions-réponses, certaines disent mais l'appel à projet sur l'aide à la vie partagée n'est pas encore lancé. Alors les choses se mettent en place progressivement. Il faut que le département conventionne avec la CNSA qui va prendre en charge la majorité des dépenses pendant un certain laps de temps sur l'aide à la vie partagée. Et ensuite, je pense seulement la mécanique va se mettre en place et on pourra contacter le département pour obtenir un financement en matière d'aide à la vie partagée. Bien sûr, après examen par la conférence des financeurs. Merci beaucoup. Et merci Estelle Paquet, décidément, qui donne effectivement le conseil de contacter la direction de l'autonomie de votre conseil départemental si vous ne savez pas où en est votre département ou quand est-ce que ça va arriver. Merci. Alors, je vois que toutes les questions ont été résolues. J'en vois une qui est encore ouverte, mais je vais ouvrir aux intervenants. Je ne sais pas qui aura envie de réagir et si vous n'avez pas la réponse sous la botte, on renverra, on complétera ça après coup. Est-ce qu'il y a des aides pour des aménagements PMR d'un habitat inclusif en construction neuve? Est-ce que l'un de vous a la réponse in petto ou on renvoie à plus tard? Peut-être je vais prendre la parole. J'ai envie de dire la réponse varie aussi suivant qu'il s'agisse du parc public ou du parc privé et suivant le type d'aménagement. Si c'est pris par exemple, dans le parc public, ça peut éventuellement être pris en compte via les aides à la pierre ou les prêts classiques, ou alors, s'il s'agit d'aides techniques, on aura un fonctionnement différent. Parfois aussi, suivant les dispositifs, on peut obtenir des aides, par exemple de la CNAV. Je sais que la CNSA réfléchit aussi, par exemple dans le cadre de l'habitat inclusif, à accorder des aides via les crédits du Ségur de la santé. Mais il faudrait en savoir un peu plus en fait pour apporter une réponse précise. Pas de problème. Merci beaucoup Damien. Je crois qu'on est venu à bout des plus de 20 questions qui ont été posées tout au fil des échanges. Donc, merci encore à tous les trois de vous être mobilisés. Mais vu la forte fréquentation pour ce webinaire, c'était visiblement tout à fait opportun. On s'est un peu interrogé sur la semaine du 20 décembre, mais bon, finalement, l'histoire nous montre qu'on a eu raison.
Donc, on a sur cette semaine, on aura été environ 700 personnes à suivre les différents événements. Donc, merci beaucoup pour votre enthousiasme pour ce magnifique sujet et puis plus spécifiquement pour ce qu'on vous propose dans le cadre du Club des petites villes de demain. Comme évoqué, vous pourrez retrouver en replay dans les meilleurs délais ce webinaire d'aujourd'hui. Vous avez déjà celui de lundi qui est disponible sur le site de l'agence et comme à l'accoutumée, l'ensemble des participants recevront directement les liens. Donc, vous aurez ça sous le sapin virtuel. Si vous avez la moindre question, un site de référence, bien évidemment. Forcément, je fais aussi de la promotion. Le site consacré aux petites villes de demain, à partir de quoi vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus. Donc, n'hésitez pas, il est enrichi au fur et à mesure. Et votre interlocuteur est le préfet de département, délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, parmi ses multiples casquettes, donc qui est vraiment votre point d'entrée pour être appuyé et puis aussi pour pouvoir vous orienter sur les bons interlocuteurs. On est très heureux de vous retrouver dès la rentrée pour la formation des chefs de projet. Vous êtes déjà plus de 500 inscrits, donc on en est ravis. On aura une nouvelle semaine thématique dédiée à l'engagement et la participation citoyenne à partir du 24 janvier. On a touché du doigt ce sujet-là cette semaine. On a beaucoup parlé d'engagement, notamment de bénévolat, que ça soit au service des aînés ou de l'engagement bénévole des aînés au service de tous. Donc, ça alimentera et c'est une bonne accroche aussi pour poursuivre et élargir ces enjeux-là. Enfin, comme toujours, je remercie Héloïse Thibault, donc au sein de mon équipe qui porte avec une main de maître tous les événements Club des petites villes de demain. Et de la part de toute l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et je me permets même d'élargir du collectif Petites Villes de demain. Merci à vous tous. Ça a été une année de déploiement du programme ébouriffante et passionnante. On a hâte de poursuivre nos échanges l'année prochaine pour améliorer la qualité de vie dans les territoires ruraux et les petites centralités. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bonne journée.